En juillet 2017, plusieurs garçons disparaissent mystérieusement dans la même région et durant la même semaine. Y a-t-il un lien? Qui est derrière tout ça? Et surtout, où se trouve-t-il? C'est ce que nous allons voir dans l'affaire d'aujourd'hui. Nous sommes le 5 juillet 2017 dans le comté de Buck qui se situe en Pennsylvanie. Jimmy Patrick a 19 ans et il vit dans ce comté avec ses grands-parents, Sharon et Richard Patrick. Il l'élève depuis son enfance et il le traite comme leur propre fils. Malheureusement, sa mère souffre de schizophrénie et elle ne peut pas l'élever. C'est pourquoi ses grands-parents l'ont pris en charge. C'est un garçon très doué à l'école, toujours de bonnes notes, un bon comportement. Il aspire à aller à l'université et grâce à son excellent parcours scolaire, plusieurs choix s'offrent à lui. Personne n'a de doute quant au fait qu'il réussira professionnellement et socialement. Car à ce niveau-là aussi, Patrick est apprécié. Il a de nombreux amis et il est aimé de tous. Il est la fierté de ses grands-parents. Durant cette journée du 5 juillet, Patrick annonce à sa grand-mère qu'il sort retrouver des amis, mais qu'il ne devrait pas rentrer trop tard. Puis, il part de la maison. La soirée passe, mais Patrick ne rentre pas. Lorsque ses grands-parents se réveillent, ils constatent qu'il n'est pas là et qu'il n'a pas passé la nuit dans la maison. C'est très inhabituel de sa part. Sharon tente de le contacter sans succès. Elle lui envoie plus d'une vingtaine de messages, mais aucune réponse ne lui parvient. Elle comprend qu'il y a quelque chose d'anormal et elle contacte ses amis, mais aucun d'eux ne l'a vu. Vers midi, ses grands-parents décident de contacter la police et de leur expliquer la situation. Un agent leur répond que cela ne fait même pas 24 heures, ils doivent attendre ce délai et rappeler s'il n'est toujours pas rentré. À 16 heures, ils appellent à nouveau la police et cette fois, un agent se déplace à leur domicile et il vient leur parler. Il tente de les rassurer en leur disant qu'il est probablement en train de s'amuser avec des amis et qu'il ne va pas tarder à revenir. Il note des informations comme le numéro de téléphone de Jimmy et il prend également une photo de lui, puis il repart. La police décide tout de même de géolocaliser le téléphone du jeune homme et sa dernière localisation indique un endroit situé à 80 km du comté de Buck. Malheureusement, l'aide de la police s'arrête ici pour le moment. La famille de Jimmy est frustrée de voir cette inaction de leur part et Richard, son grand-père, décide de se rendre à l'endroit où son téléphone a émis un signalement pour la dernière fois. Mais il n'y a aucune trace de Jimmy. Et ils comprennent que s'ils veulent vraiment faire bouger les choses, il est nécessaire qu'ils les fassent sans l'aide des autorités. C'est pourquoi ils font appel à un détective privé et ça va payer. Le détective leur partage une information. Un autre garçon du même comté a été déclaré disparu seulement 2 jours après la disparition de Jimmy. Dean Finocchiaro, 19 ans. 2 garçons du même âge, de la même région, dans un temps aussi court, la coïncidence semble trop grande pour l'ignorer. Dean est différent de Jimmy et sa réputation également. Adolescent, il a eu pas mal de problèmes avec la police, principalement à cause de conduite dangereuse sur des motos. C'est un adolescent assez turbulent qui a du mal avec l'autorité, mais tout ça avait changé récemment. Il venait d'obtenir un travail dans un restaurant et il s'implique beaucoup dedans, redoublant d'efforts et ne comptant pas ses heures de travail. Dean devient plus mature et responsable et son comportement s'améliore grandement. Le 7 juillet, il ne travaille pas et le soir il part manger au restaurant avec son père. Il rentre à la maison et il annonce qu'il doit sortir, mais pas longtemps. Seulement une quinzaine de minutes. Il doit rejoindre un garçon du quartier. 1 heure passe, Dean ne rentre pas. Puis 2 heures passent, mais toujours pas de Dean. Son père commence à s'inquiéter et il lui envoie plusieurs messages pour savoir où il est. Mais il n'obtient aucune réponse de son fils et son portable n'est même plus allumé. Le lendemain matin, tout comme ce fut le cas pour Jimmy, le père de Dean constate que son fils n'est pas rentré de la nuit. Il contacte les hôpitaux, des amis, mais personne ne sait où il se trouve. Il y a seulement un de leurs amis communs que personne n'arrive à joindre et qui se nomme Cosmo DiNardo.
Ce n'est pas l'ami le plus proche de Dean, mais ils ont la passion de la conduite en commun et ils passent parfois du temps ensemble. En fin d'après-midi, ses parents décident de contacter la police et de déclarer sa disparition. Vous devez peut-être vous demander s'il y a un lien entre Jimmy et Dean. Alors oui, ils ont le même âge, ils vivent dans des maisons assez proches, mais ils ne se connaissent pas. Ils n'ont pas été au même lycée et leurs cercles d'amis sont totalement différents. Il n'y a aucun lien de rapprochement entre les deux garçons. L'officier Morgan Freer se rend au domicile de la famille. Elle connaît Dean, puisqu'elle a déjà eu affaire à lui lorsqu'il a eu des problèmes. Elle voit que sa famille est vraiment inquiète et elle décide de ne pas minimiser l'affaire et elle entreprend des recherches immédiatement. Son premier réflexe est d'interroger les proches. C'est ainsi qu'elle apprend l'existence de Cosmo, l'ami qui ne donne pas de nouvelles. Sa première idée est que Dean peut possiblement se trouver avec lui, surtout que la famille de Cosmo a plusieurs propriétés dans la région. Peut-être qu'il se cache dans une d'entre elles. Elle demande à ce que le téléphone de Dean soit localisé et justement, la dernière fois qu'il a émis un signal, ce fut au niveau d'une des propriétés de la famille de Cosmo. Elle décide de faire appel à l'officier Gary Forrester qui lui connaît bien cette région afin de l'accompagner pour vérifier si les garçons se trouvent là-bas. Il est déjà tard, c'est dans la nuit, mais ne voulant pas perdre de temps, ils s'y rendent. Arrivé sur place, c'est un endroit désert, en pleine campagne. Le terrain est constitué d'une maison à l'abandon, personne ne semble y vivre, et d'un cabanon qui se trouve plus loin à l'arrière. Les officiers jettent un coup d'œil dans la maison, mais comme ils le pensaient, il n'y a personne à l'intérieur. Il n'y a de toute façon pas d'autres véhicules que les leurs sur place. Ne découvrant aucun des garçons sur les lieux, ils décident de partir et ils repartent chacun de leur côté. L'officier Forrester conduit dans le comté et il a un mauvais pressentiment. Il repense à la propriété, au cabanon qui se trouve à l'arrière, et il pense au fait qu'ils ne sont pas entrés dedans. Et il a une sensation de malaise en y repensant. Quelque chose en lui dit d'y retourner et de vérifier à l'intérieur. Et c'est ce qu'il fait. Il arrive sur la propriété, il se rend au niveau du cabanon, puis il pénètre dedans. Une voiture s'y trouve. Et là encore, son intuition lui dit que ce n'est pas normal. Personne ne semble vivre dans cette maison et il peut voir les traces fraîches de pneus à l'extérieur. Il doit découvrir qui est le propriétaire de la voiture. Il demande une identification et un nom lui est donné, celui de Thomas Meo. Ce n'est pas la seule information qu'on lui communique. On lui indique également que la mère de ce garçon s'est rendue au poste de police dans la journée pour déclarer sa disparition. Il y a donc 3 garçons du même comté qui sont portés disparus et 2 d'entre eux ont un lien avec Cosmo. Dean étant une des connaissances et Thomas, puisqu'on a retrouvé sa voiture dans une des résidences de la famille Dinardo. Peu de temps après, l'officier Freer apprend ces nouvelles informations et une autre qui crée encore plus la surprise. Thomas Meo n'est pas le seul qui a disparu ce jour-là. Son ami Mark Sturgis s'est également volatilisé. Thomas et Mark sont meilleurs amis. Ils étaient ensemble le vendredi 7 juillet et ils n'ont pas donné de nouvelles depuis et ils ne se sont pas rendus au travail le samedi. La famille de Thomas est très préoccupée par la situation car il est diabétique. Il a besoin de son insuline et il est encore plus urgent d'agir vite pour les retrouver. Si on regarde les dates, on voit que Jimmy a disparu le mercredi et Dean, Thomas et Mark ont disparu le vendredi. 4 garçons avec des âges similaires entre 19 et 22 ans qui vivent dans le même comté. Ce n'est pas une grande ville avec une énorme population et c'est d'autant plus préoccupant car le nom qui revient à chaque fois est celui de Cosmo Dinardo qui est introuvable pour le moment. Fait-il partie des personnes disparues ou est-il impliqué dans les disparitions d'une façon ou d'une autre? C'est ce que la police tente de découvrir. Des investigations plus poussées autour de la voiture de Thomas sont effectuées. Celle-ci ne semble pas avoir été forcée, elle est déverrouillée et rien ne montre des signes de lutte. Mais en cherchant à l'intérieur de la voiture, un enquêteur tombe sur l'insuline de Thomas. Il ne la quitte jamais et il la garde sur lui à tout moment car c'est un élément vital pour lui. L'affaire intéresse rapidement les médias. La disparition des garçons est diffusée de
partout aux États-Unis et elle obtient une couverture nationale, que ce soit dans les journaux, à la télé, sur les réseaux sociaux, sur des blogs, partout. Plusieurs investigations se mettent en place, d'un côté celle de la police, d'un autre celle des médias, mais aussi celle des familles des disparus. Concernant les familles, elles entrent en contact afin de comprendre les liens entre leurs enfants et il devient évident qu'il s'agit de Cosmo. Il est de même pour Jimmy, qui a disparu plus tôt, car lorsque ses grands-parents entendent le nom de Cosmo, ils réalisent qu'il n'aurait pas inconnu. Il était dans le même lycée que Jimmy. La famille de Dean obtient des enregistrements vidéo de leurs voisins et ils constatent que la voiture qui récupère leur fils n'est autre que celle de Cosmo. Il était bien avec lui le jour de sa disparition. Du côté des médias et de la police, ils se concentrent sur le profil de Cosmo afin de mieux comprendre qui est ce jeune homme. Cosmo DiNardo a 20 ans et il vit avec sa famille dans le comté de Ben Salem. Ses parents ont plutôt bien réussi professionnellement, ils font partie de la classe moyenne supérieure et leur fils n'a jamais manqué de rien. Dans sa jeunesse et dans son adolescence, il montre un bon comportement. Il est intelligent, il est éduqué, il a de l'ambition, il réussit ses études et il obtient son diplôme de fin d'études et il est accepté à l'université. Mais en 2015, tout bascule pour Cosmo. Sa petite amie rompt avec lui. Sa candidature de la Navy est rejetée et sa santé mentale est impactée. On lui diagnostique une dépression sévère, il n'arrive plus à suivre en cours, alors il abandonne l'université en plein milieu de l'année et il retourne vivre chez ses parents. La détérioration de la santé mentale de Cosmo ne s'arrête pas là et elle s'intensifie lorsqu'il est victime d'un accident. Il passait la journée à faire du quad jusqu'à ce que celui-ci bascule et qu'il se retrouve au sol coincé sous le véhicule. Il ne peut pas bouger et il va rester ainsi à attendre pendant des heures avant d'être secouru. L'accident a créé des dégâts physiques, il a plusieurs fractures au niveau de son corps et il va devoir rester en chaise roulante pendant plusieurs mois. Mais c'est surtout au niveau de sa tête que se trouvent les plus grosses blessures. Ça lui cause des dégâts au niveau de son cerveau. Pour beaucoup de ses proches, c'est après cet accident que le comportement de Cosmo s'est vraiment modifié. Il devient violent et paranoïaque envers sa famille, il pense que sa mère veut l'empoisonner et il refuse de manger ce qu'elle lui prépare. Il se persuade qu'elle est un agent russe envoyé pour se débarrasser de lui. Son angoisse va aller très loin puisqu'il va aller s'attaquer physiquement à sa mère et à son père. En 2016, il est interné de force sous la demande de sa mère après qu'il l'ait mordu et frappé au visage. Dans cet établissement, il reçoit un diagnostic concernant sa santé mentale. Il est atteint de schizophrénie et il a également un trouble bipolaire. Il ressort avec un traitement, mais il retourne à plusieurs reprises dans des établissements psychiatriques avec des passages de courte durée. En 2017, il est arrêté pour possession d'armes alors qu'il n'a légalement pas le droit d'en posséder. D'après la loi, les personnes présentant des troubles psychologiques comme Cosmo n'ont pas le droit de détenir une quelconque arme à feu. Mais ce n'est pas allé plus loin et les charges ont été abandonnées pour cause de problèmes administratifs. Ses relations personnelles en dehors du cercle familial ne sont pas forcément plus positives. Il cherche souvent à entrer en conflit avec les gens, il harcèle des filles sur internet, il poste des photos d'armes à feu sur les réseaux sociaux sans être inquiété. Les policiers parviennent à retrouver Cosmo et ils commencent à l'interroger sur les disparitions. Celui-ci nie toute implication avec les faits, mais il admet qu'il était bien avec Dean le dernier jour où il a été aperçu. Ils étaient ensemble dans sa voiture, sauf qu'ils ont commencé à avoir une dispute. Cosmo a alors pris la décision de s'arrêter sur le côté de la route et il a demandé à Dean de descendre du véhicule. Puis lui, il est parti pêcher dans un parc. Son alibi est difficile à prouver car il n'y a aucun témoin pour le confirmer, mais il y a un moyen de le vérifier, en cherchant des traces de passage de son véhicule sur les routes. Et ça va fonctionner. Il repère la voiture de Cosmo proche de là où se trouvaient Thomas et Mark à l'heure où lui disait être en train de pêcher. Puis ils aperçoivent cette voiture plus tard, proche de la propriété familiale des DiNardo, là où on a retrouvé la voiture de Thomas. Son alibi ne tient plus la route, il a menti sur ses faits et gestes.
À ce moment précis, ils ne peuvent pas l'arrêter par rapport à la disparition des garçons car il n'y a pas assez d'éléments pour ça. Mais il l'arrête tout de même en ressortant la plainte pour possession d'armes illégales qu'il avait reçue dans l'AD. Il est placé en détention, mais il ressort rapidement après que son père ait payé sa caution de 100 000 $. La propriété isolée où se trouve la voiture paraît être un lieu important pour l'enquête, et les policiers obtiennent un mandat pour pouvoir fouiller les lieux. La propriété fait dans les 36 hectares, elle est entourée de zones boisées et de champs, et donc les recherches sont conséquentes et mobilisent beaucoup de personnes. Le premier jour des recherches, 2 éléments inquiétants sont découverts. Le premier se trouve dans une grange de la propriété. À l'intérieur de celle-ci, il y a plusieurs traces de sang qui sont visibles. Le deuxième élément découvert est lors de la recherche dans les champs environnants. Un téléphone portable sur le sol est découvert et il est identifié comme étant celui de Dean. Mais il n'y a toujours aucune trace des 4 garçons. Les familles des victimes sont sur place durant les recherches et ils vivent des instants très longs et douloureux. Les familles sont dans l'attente et dans l'espoir que les garçons soient quelque part vivants, mais avec le temps qui passe et les éléments qui révèlent une possible tragédie, il devient plus dur de garder cet espoir. L'attente de réponse est extrêmement compliquée pour tous les proches. En parallèle, les policiers apprennent par le biais d'une connaissance de Cosmo qu'il a tenté de vendre la voiture de Thomas à certains de ses amis. Et c'était le lendemain de sa disparition. Les policiers profitent de l'occasion pour pouvoir à nouveau mettre Cosmo derrière les barreaux en l'arrêtant pour le vol de la voiture de Thomas. Cette fois, la caution est fixée à 5 millions de $. La situation se transforme en véritable cauchemar le 12 juillet durant le 3e jour de recherche. Une zone intrigue les policiers. Ils remarquent un tas de rochers mis les uns sur les autres avec de la terre qui semble avoir été retournée récemment. Une équipe est réquisitionnée pour effectuer des fouilles à cet endroit, là où des trous ont été creusés. Plus les experts creusent, plus ils sentent une odeur inhabituelle, une odeur d'essence qui devient de plus en plus forte. À force de creuser, ils tombent sur un gros réservoir d'essence dans lequel se trouve un paquet de cigarettes et une chaussure. Ils enlèvent le réservoir et ils continuent de creuser jusqu'à faire une découverte qui leur glace le sang. 3 corps humains sont enterrés et l'identification permet de dire qu'il s'agit de Dean, Mark et Thomas. Le corps de Jimmy n'est pas présent. Les familles apprennent l'horrible nouvelle et ils sont complètement dévastés, même si elles avaient conscience qu'une telle chose était possible au vu des précédentes découvertes. Il s'agit de leurs enfants et ils essayaient de garder l'espoir qu'ils reviennent, peu importe la situation. Mais Jimmy est toujours introuvable. Cosmo est le seul à savoir où il est et à pouvoir donner une réponse. La géolocalisation qui avait été faite par le téléphone de Jimmy à des kilomètres plus loin n'aide pas car celle-ci a pu être une mauvaise interprétation des antennes. Cosmo est au poste de police et il refuse de parler depuis le début. Lorsqu'on lui demande où se trouve Jimmy, il se mue dans le silence. Et finalement, avec l'aide de son avocat, il décide de passer un marché avec les policiers. Il accepte de leur raconter les faits et de leur désigner l'emplacement du corps de Jimmy, si en contrepartie, il lui assure que la peine de mort ne sera pas requise à son encontre. Le marché est accepté et Cosmo raconte l'insoutenable vérité. Cosmo est un petit dealer de la ville, il vend principalement de la marijuana à des jeunes de la région. Et c'est pour cette raison que Jimmy monte dans la voiture de Cosmo et part avec lui jusqu'à la propriété d'Edinardo. Le deal était que Jimmy amène 8 000 $ afin d'obtenir une grosse quantité d'herbe. Mais arrivé sur place, Jimmy admet avoir seulement 800 $ sur lui. Cosmo lui explique que ça ne suffit pas, mais que pour 800 $, il peut lui vendre un de ses fusils. Il lui en tend un, Jimmy lui tourne le dos pour tester l'arme et là, il lui tire dessus. I said, well, I could sell you a gun. So we get out of the truck, I hand him a shotgun, he goes to shoot it, and I shoot him. Il creuse un trou et il enterre le corps du jeune homme, puis il retourne chez lui. Le vendredi, il passe la journée avec son cousin Sean Kratz, 20 ans, et il lui parle d'un plan pour voler un jeune de la région, Dean Finocchiaro, à qui il doit vendre de l'herbe ce même jour.
Sean avouera que son cousin lui a demandé de tirer sur Dean et il lui a donné une arme pour cela. Les deux cousins passent récupérer Dean chez lui et ils l'amènent sur la propriété. Ils font un tour de quad durant lequel Sean devait lui tirer dessus, mais il n'a pas pu. Cosmo est frustré et il décide d'amener Dean dans le garage pour lui montrer une Vespa. Arrivé dans la grange, il fait signe à Sean de tirer. Celui-ci ferme les yeux et le fait. Cosmo se saisit de son arme et il tire à son tour alors même que Dean a déjà perdu la vie avec le premier tir. I took the gun from Sean and I shoot Dean, I think once or twice. I don't know how many times I shot him. Why, was he not dead? No, he was dead. Okay. But I just to finish, I just shot him. Durant la soirée, il doit voir Thomas Meo pour effectuer une autre vente. D'après leur confession, il voulait seulement lui voler son argent et le laisser repartir. Mais lorsque Thomas s'est rendu au lieu de rendez-vous, il était accompagné de Mark. Et c'est là que le plan a changé. Les 4 garçons sont en train de parler de la vente, mais Thomas a le sentiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il a un mauvais pressentiment et il commence à repartir en direction de sa voiture. Cosmo se saisit d'une arme et il lui tire dans le dos. Mark ne comprend pas ce qui vient de se passer, il est horrifié et il n'a pas le temps de réagir avant que Cosmo ne lui tire dessus à différentes reprises. So, when they turn their backs on me, Mm-hmm. I shoot Tom in the back, drop him. Mark's like, what the? He was such a big kid, I unloaded the gun on him. Thomas n'est pas mort, sur le coup, la balle l'a paralysé et il crie qu'il ne sent plus ses jambes. Et Cosmo va aller encore plus loin dans l'horreur. Il n'a plus de balles et il décide de prendre une tractopelle et de rouler sur le corps du jeune homme. Les cousins se saisissent des 2 corps et ils les placent avec celui de Dean et ils y mettent le feu et ils commencent à se débarrasser des preuves. Ils prennent la route pour rentrer chez les parents de Cosmo, mais ils s'arrêtent manger sur la route. Sean n'a pas vraiment d'appétit, contrairement à son cousin. Ils reviennent sur les lieux le lendemain et ils finissent d'enterrer les corps des garçons. Durant toute sa confession, Cosmo semble presque fier de ce qu'il a fait. Il ne montre aucun remords et il rigole presque à certains moments en donnant des descriptions monstrueuses. Le seul moment où il montre un semblant d'émotion est à la fin de son récit quand il se met à pleurer. I don't know why I did this shit, man. Threw my life away for nothing. My life's done for nothing. Mais là encore, on peut voir ça plus comme le regret d'avoir gâché sa propre vie en faisant ça, pas le regret d'avoir ôté la vie à ces jeunes. Dans tout son récit, il donne l'impression de n'avoir aucune considération pour la vie humaine. C'est comme un jeu pour lui. Sean va bien sûr être arrêté et interrogé à son tour. Il avoue avoir été présent pendant les 3 meurtres, mais il nie avoir tiré sur Dean. 9 mois après, il revient sur sa position et il admet avoir tiré sur le garçon en premier. Le 16 mai 2018, Cosmo plaide coupable pour meurtre avec plusieurs charges dont préméditation, complot, vol qualifié et profanation de restes humains. Il est reconnu coupable de toutes ces charges et il est condamné à 4 peines d'emprisonnement à vie. Le 15 novembre 2019, Sean Kras est reconnu coupable de meurtre avec préméditation sur la personne de Dean et d'homicide volontaire concernant Mark et Thomas. Il est condamné à une peine à perpétuité sans possibilité de libération. Lors de son procès, Cosmo a présenté ses excuses pour ses crimes commis. Après les avoir entendus, le juge a répondu qu'il les considérait comme faux et pas sincères. Et il a dit « Pour vous, les vies humaines sont à votre disposition. Elles n'ont aucune valeur. Je n'ai aucun doute dans mon esprit que si un jour vous deviez vous retrouver libéré dans la communauté et que vous aviez l'occasion de tuer à nouveau, vous le feriez. » On ne saura probablement jamais le motif derrière ces meurtres. Cosmo n'a rien dit à ce sujet et seul lui connaît ses raisons. L'argent ne semble pas entrer dedans car il n'en manquait pas spécialement et il a lui-même confié avoir brûlé les $800 de Jimmy. Beaucoup de ses proches ne comprennent pas ce geste non plus. Ça ne ressemble pas à la personne qu'ils ont connue. Mais cela fait déjà quelques années qu'il n'est plus cette personne.
surtout après son accident de quad. Il n'était plus le garçon gentil, bien élevé que tout le monde appréciait. Son comportement s'était totalement transformé. Et c'est vrai que lorsque l'on observe les blessures qu'il a eues, les plus importantes furent au niveau du lobe frontal. Et cela peut avoir un impact sur la personnalité. D'après les informations obtenues, lorsque le lobe frontal est touché, certaines des répercussions sont les difficultés de jugement, des sautes d'humeur, des changements drastiques de la personnalité ou du comportement qui peuvent inclure l'apathie, l'irritabilité et un comportement social inapproprié. Dans tous les cas, Cosmo a été examiné par des médecins qui ont déclaré qu'il était apte à être jugé. Il semblerait également que peu de temps avant les meurtres, son psychiatre l'a autorisé à arrêter son traitement. Sean, de son côté, a expliqué avoir tué Dean parce qu'il avait peur de son cousin et que celui-ci l'avait menacé, lui et ses proches. Ce n'était pas par attachement ou redevance car ils n'étaient pas très proches et ils avaient commencé à se fréquenter que très récemment. Par la suite, les grands-parents de Jimmy ont lancé des poursuites contre les parents de Cosmo. Ils estiment qu'ils ont une part de responsabilité dans la mort de leur petit-fils à cause de leur comportement négligent. De leur point de vue, les parents de Cosmo n'ont pas pris assez de mesures pour empêcher tout cela. Lorsqu'ils ont su les problèmes mentaux de leur fils, ils auraient dû prendre plus de mesures et être vigilants au niveau des armes à feu. Les parents du jeune homme ont affirmé qu'ils avaient enlevé toutes les armes à feu qui étaient présentes au domicile. Toutes sauf, excepté une, le revolver de sa mère qu'elle cachait dans la maison et qu'il a finalement subtilisé. Après, il avait d'autres armes en sa possession qu'il a réussi à se procurer derrière leur dos et il n'avait pas le contrôle dessus. D'après ce que j'ai lu, les poursuites sont toujours en cours. Je ne sais pas ce que vous penserez de cette affaire, mais elle m'a beaucoup perturbée. Par la violence des faits, qu'il n'y ait aucune explication, le manque de remords de Cosmo tout au long de ses aveux. Pour ceux qui le souhaitent, je vous mettrai le lien de la vidéo des aveux, ce n'est qu'en anglais par contre. Je pense aussi à toutes ces familles brisées, à toutes ces choses qui auraient pu être faites avant qu'une telle tragédie se produise, mais surtout à ces jeunes qui ont été piégés et qui ont eu leur vie arrachée par quelqu'un qui n'a aucune considération pour la vie humaine. C'est tout pour cette affaire. Comme d'habitude, si vous avez trouvé le contenu de la vidéo intéressant, n'hésitez pas à la liker. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait et d'activer la cloche pour les notifications. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.